Merci Sidi Hassan, j'adore en toi ton art de jouer les transitions. Et d'ailleurs, vous avez vu que si Mohamed Saad est venu habillé en rouge, je sais qu'il est rouge. Moi j'ai mis du vert parce que c'est la couleur de l'INSEA, et puis qu'on est tous marocains parce que le Maroc c'est le vert et le rouge. Et je vais essayer dans la présentation de construire des ponts. Hein. Je suis enseignant-chercheur à l'ENSIAS, et la première fois quand je suis venu passer le concours de recrutement, le taxi m'a amené à l'INSEA, pour vous dire qu'il suffit d'une lettre, d'une mauvaise prononciation, d'un misspell, pour ne pas être au bon endroit. Mais ça fait réellement plaisir de retrouver les murs de l'INSEAS, parce que j'ai enseigné ici. J'ai donné des cours de calculabilité. Alors tout à l'heure, Sir Kasmir parlait d'Herbert Simon, moi je lui aurais parlé d'Alan Turing. Et donc on est dans ce monde de l'algorithmique et de l'information. Pour entamer la discussion, si je vous pose la question, combien de temps faut-il pour aller de Londres à New York en aller-retour? Pour vous réveiller samedi matin. Si je vous dis 60. Si je vous dis 60 millisecondes. On n'est pas dans le monde des ponts on est dans le monde de la data. Et donc, actuellement, le trajet le plus court pour aller de la bourse, puisque Simon Saad, déjà de la bourse a parlé de bourse, le chemin le plus court pour aller de la bourse pas de Casablanca, de Londres, à la bourse de New York, en aller-retour, c'est 60 millisecondes. Ce canal a été construit, c'est un gros câble qui a été mis en place en 2013 pour remplacer l'ancien câble. À votre avis, l'ancien câble prenait combien de temps pour faire un aller-retour? 65 millisecondes. Donc on a investi des millions de dollars pour faire un câble pour gagner 7 millisecondes. Ça vous montre la force de la data, l'importance de la data, parce qu'effectivement, si j'accède entre bourses, si je suis au courant avant le concurrent et j'arrive à placer ma transaction avant le concurrent, ben c'est là que le business se fait. Et donc, le business aujourd'hui, à l'ère de la data, de l'instantanéité et du commerce mondial, se joue en millisecondes. Ça nous ramène à cette expression qui est mondialement connue maintenant, qui date à peu près des années de 2006. Clive Humby qui avait écrit quelque part que la data, c'est le nouveau pétrole. La data, c'est le nouveau pétrole parce que l'industrie moderne se construit sur ce nouveau pétrole et donc on va construire des pipelines de data, on va investir dans la data pour fabriquer de l'économie de la data. Probablement que des guerres se feront à cause de la data. Donc de la même façon que l'histoire de l'humanité s'est faite aussi avec des guerres pour du pétrole, on va faire des guerres pour des parts de marché, pour un algorithme. Aujourd'hui, le combat que mènent les États-Unis contre TikTok, c'est contre l'algorithme de TikTok qui est aujourd'hui dans le monde reconnu comme étant l'algorithme de recommandation le plus rapide sur le marché. C'est-à-dire, pourquoi il y a TikTok en termes de nombre d'utilisateurs? D'abord, il est addictif et il est en train d'absorber des utilisateurs de façon massive dans le monde. Pourquoi? Parce que son algorithme est reconnu comme étant l'algorithme de recommandation le plus rapide dans le monde. Ça veut dire que si vous passez 1 minute sur TikTok, il sait déjà qui vous êtes. Dans la deuxième minute, vous avez déjà du contenu qui vous est spécifique. On ne parle plus de jours, on ne parle plus de semaines, on parle de quelques minutes. Au bout de quelques minutes, TikTok vous connaît mieux que votre voisin. Et donc, les guerres aujourd'hui que mènent les États-Unis à certaines entreprises chinoises, au fond desquelles il y a une profonde, on va dire, composante technologique, data et algorithme. Alors, ça c'était Clive Humby. Est-ce que vous connaissez André Noon? Il a un nom de famille avec 2 lettres, 2 consonnes, NG, mais ça se prononce Noon. Ça c'est le... Quelqu'un le connaît dans la salle? Vous devrez. Vous devrez, parce que c'est le cofondateur et chairman de Coursera. Il est investisseur dans plusieurs fonds dans l'intelligence artificielle. Il a été le patron de l'équipe Google Brain, qui a
aider Google aujourd'hui à être leader dans l'intelligence artificielle. Hier, ils viennent d'annoncer la sortie de Luminaire, je crois, leur algorithme qui génère des vidéos. Alors si OpenAI a d'autres DALL-E qui génère des images, Google, parce qu'ils possèdent YouTube, ils sont capables de générer des vidéos. Donc vous leur donnez une image, vous lui dites ça c'est un chien, fais-le courir sur une plage avec un enfant à côté, etc. Il génère la vidéo, il modifie de la vidéo, etc. C'est le premier outil de génération de vidéos, et c'est Google qui le met sur la place, et les gens se disent enfin OpenAI a un concurrent sérieux sur le marché. Andrew Ng, il est pour quelque chose. Alors il est aussi professeur à Stanford. Et donc, comme il est à Stanford et à Coursera, il a beaucoup de cours sur l'intelligence artificielle portés par Coursera. Et selon les chiffres de Coursera, il y a 8 millions d'utilisateurs qui ont suivi ces cours sur Coursera. 8 millions, c'est un humain sur 1000. Puisqu'on est 8 milliards, ben il y a 8 millions, un humain sur 1000 dans la planète a suivi un cours d'Andrew Ng en intelligence artificielle. Et Andrew Ng, il a Clive Humby, la data c'est le nouveau pétrole. André qui dit, si la data est là, et c'est du pétrole, moi je vois l'intelligence artificielle comme étant la nouvelle électricité, le changement, l'électrification de l'industrie mondiale va passer par tous les secteurs, et de la même façon aujourd'hui, l'IA va passer par tous les secteurs, et il dit que quand je réfléchis à un secteur qui pourrait ne pas être touché par l'IA, ben je n'en trouve pas. Et donc là, c'est vraiment un ponte de l'intelligence artificielle moderne, de la machine moderne, mais qui dit que c'est la réalité de tous les secteurs. Et donc lui il dit, c'est l'électricité, elle va embarquer avec elle tous les chantiers. Alors, on n'est pas là pour dire que l'intelligence artificielle va remplacer l'intelligence humaine, pour revenir à la pensée de Herbert Simon, mais on peut s'en satisfaire. Puisque Simon parle de satisfaction, on peut se satisfaire d'un algorithme qui fait un quasi-travail humain. La courbe que vous observez, c'est ce qu'on a observé dans tous les secteurs. Quand on est capable de formaliser un problème, de le mettre avec les bons inputs, algorithme, IA en face, l'humain face à l'IA, ça finit par donner les mêmes résultats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que, on va dire, sur certains sujets, l'IA n'est pas encore bonne, mais on a déjà fait l'effort de formaliser le problème, d'avoir une réponse et de dire que la réponse n'est pas suffisante. Mais à un moment donné, l'accélération et l'exponentialité des infrastructures sur lesquelles l'IA tourne font qu'on obtient cette courbe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les performances de l'IA s'accélèrent et dépassent la courbe. Alors, elle dit que la performance humaine, ce n'est pas la performance humaine moyenne, c'est la performance de l'expert humain dans son domaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on observe sur des sujets tels que la médecine ou juste avant l'été, il y avait le bac philo, et en France, il y avait un philosophe qui s'amusait à la télé pour dire tiens, on va ChatGPT là, on va tester sur les questions du bac philo, qu'est-ce qu'il va faire et donc il a répondu, le philosophe a répondu, on a donné les questions à ChatGPT, il a répondu, on a corrigé ça en blind, et il se trouve que le philosophe était content parce qu'il a eu 19 et ChatGPT a eu 11. Et donc, le philosophe était satisfait de ce résultat. Aujourd'hui, bougez un peu la colonne avec la ligne dialogue arrière. À quel moment l'algorithme, le philosophe, peut-être l'année prochaine il aura 20, mais on ne peut pas avoir plus que 20. Mais il faut voir la courbe de croissance, la courbe d'amélioration que l'algorithme va pouvoir produire. Donc, lui, dans 2 ans, il va pouvoir avoir 13, 14, 15, moi, j'ai fait, et à un moment donné, il va dépasser le philosophe, c'est-à-dire qu'on sera, pour revenir à Turing, on sera peut-être incapable de distinguer entre la réponse du philosophe et la réponse de la machine, et peut-être même qu'il aura systématiquement plus que le philosophe à chaque fois. Et quand on en arrive à ce moment le changement, et quand la machine dépasse l'humain, on va dire qu'est-ce qui reste pour l'humain. Dans la médecine, on a constaté la même chose aussi. On fait de la reconnaissance de cancer mieux que l'humain. Mais
Qui peut battre la machine? L'humain tout seul ne peut pas battre la machine. Mais l'humain avec la machine peut battre la machine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser à un monde l'IA face aux humains. Il faut construire un monde l'IA avec les humains et les humains avec l'IA. C'est notre seule façon de continuer à être performant dans un monde où on voit que les problèmes sont de toute façon résolus par l'IA, par les algorithmes, mieux que l'humain tout seul. Mais de la même façon qu'on observe ça, on observe aussi que l'humain, quand il utilise l'IA, il obtient des performances supérieures à ce que peuvent obtenir l'IA tout seul. Alors, dans l'histoire récente, on a peut-être tous suivi comment l'algorithme AlphaGo de Google a battu Lysidol dans un jeu de Go. Et là, Lysidol, il a perdu, ça tout le monde l'a vu, mais il a changé de métier, il a changé de carrière, il a dit moi je ne jouerai plus au Go. Ah mais c'est fini. Parce que l'humanité, le meilleur champion de l'humanité ne pourra être que deuxième dans l'univers. Le premier est un algorithme. Donc si on joue face à la machine, là il faut s'attendre que ça soit ça la réalité. Donc aujourd'hui on nous parle de créativité, on nous parle de beaucoup de sujets où on espère que l'homme a encore de la place. Mais moi j'espère qu'il y a un autre monde. Un monde où l'homme, bien évidemment qu'il a sa place, mais à côté de l'IA, pas face à elle. Parce que le face-à-face, probablement qu'il va tomber sur beaucoup de sujets. Alors dans ce monde qui est plein d'expérimentation et de découvertes, on se dit, mais l'IA, elle va servir à quoi? Surtout pour nous, au Maroc, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec de l'IA? Dernièrement, on m'a posé une question avec nos DG. Est-ce que le Maroc a besoin d'une stratégie IA, etc. J'ai une remarque comme ça rapide pour dire, mais on a d'autres sujets plus chauds sur lesquels on est engagé depuis un moment. L'IA n'est pas encore une priorité, elle viendra, c'est une priorité mondiale, elle viendra. Mais il faut qu'on avance sur les leviers qui permettent à cette IA d'arriver. Aujourd'hui, parler de l'IA dans l'administration publique, quand il n'y a même pas d'ordinateur, de quelle IA on va parler? Et donc, il y a un chemin à faire. Ce qui est sûr, c'est que l'IA est, on va dire, agnostique. Elle marche dans la médecine, dans l'administration publique, dans le nucléaire, dans la guerre, dans l'armée, dans la paix, pour la famine, pour faire du business et dans les banques. C'est une technologie, ce sont des algorithmes, c'est un outil. À nous de savoir où est-ce qu'on veut l'utiliser. Est-ce que l'IA marocaine, ça va être pour faire du TikTok, ou l'IA marocaine, ça va être pour résoudre des problèmes de notre rural, ou l'IA marocaine, ça va être utilisé pour la bancarisation des Marocains? C'est à nous de lui trouver un usage. Mais c'est un outil qui s'applique à tous les sujets. Donc, la question, qu'il y a pour le Maroc? Mais avant de répondre à cette question, vous permettrez de faire un petit retour en arrière, mais quel digital pour le Maroc? Parce qu'on en est encore là. Nous avons un digital, web, application, etc. Quel digital pour le Maroc? Et moi, du coup, je ne parle plus technologie. Je dis quels sont les problèmes liés. Et je n'ai pas besoin d'aller très loin. Sa Majesté en 2016, quand il a parlé des nouvelles technologies, comment est-ce qu'elles peuvent résoudre, améliorer la réalité des Marocains, il n'a pas parlé de techno, il a parlé des problèmes avec desquels nous souffrons. De la corruption, du conflit d'intérêts, des retards des procédures administratives, et donc on veut une administration marocaine performante. On veut de la bonne gouvernance administrative. Là, c'est un problème, le digital peut aider ici. Donc le digital, est-ce que c'est une priorité? Oui, parce qu'on a des problèmes qu'on sait solvables avec le digital. Et donc le digital, ce n'est pas notre priorité, mais notre priorité, c'est de faciliter l'accès à l'administration, rendre l'administration marocaine, moi je parle de l'administration marocaine, mais dans toutes les entreprises, ça va être ça. Nous ne sommes pas une société, encore que, mais si ceux qui ont on va dire des pensées capitalistes qui vont vouloir être plus performants, réduire la masse salariale, licencier des gens, vont pouvoir utiliser le digital et l'IA pour faire ça. Un monde capitaliste sera encore plus capitaliste
avec l'IA et avec le digital. Moi, j'espère qu'on peut construire un modèle, qu'on doit se projeter dans un modèle qui est social, environnemental, qui va nous permettre de faire avec le digital un monde meilleur. Pas le meilleur des mondes, mais juste un monde meilleur. Donc, le digital nous permettrait d'avoir une bonne administration, mettre en place l'éthique, une bonne éthique, l'intégrité, l'ouverture, la gouvernance budgétaire correcte, la lutte contre la corruption. Ce sont toutes des bonnes, on va dire, causes pour utiliser le digital. Et donc, l'administration publique, à partir du moment où on n'a pas encore résolu ça comme problématique dans notre société, on va qu'il y ait la place pour le digital, on va qu'il y ait la place pour plein de choses, etc. Maintenant, il y a une nouvelle donne. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Il faut trouver des causes. Sauf que l'IA, c'est l'outil le plus fort qu'on connaît aujourd'hui dans le monde informatique. Donc, il faut lui trouver des causes encore plus fortes, des causes plus universelles. Quand on réfléchit à quelles pourraient être les causes universelles, assez universelles, pour que l'IA, le meilleur atout de l'homme, aujourd'hui, puisse être utilisé comme vraiment une grande force de frappe, on ne va pas trouver mieux que les 17 objectifs des Nations Unies pour dire si on veut sauver l'humanité, il faut trouver à manger à tout le monde, il faut donner à vivre à tout le monde, il faut donner de l'éducation pour tout le monde, du travail pour tout le monde, faciliter le transport. Donc, on a les causes qui pourraient nécessiter aujourd'hui qu'on aille chercher un outil extraordinaire qui est aujourd'hui l'intelligence artificielle et le mettre au service de l'humanité. Et même en faisant ça, il y a des études qui montrent que quand on utilise l'IA au service des ODD, ça apporte des résultats. D'ailleurs, là, ce que vous voyez, c'est l'impact de l'IA quand on veut réaliser les objectifs ODD. En vert, c'est l'impact qui était positif. En jaune, c'est là où l'IA a eu un effet négatif. Et vous voyez que l'impact positif est systématiquement plus élevé que l'impact négatif. Et donc, l'IA est un très bon atout, est un très bon outil pour répondre à des problématiques majeures de l'humanité. Je vous donne juste un exemple qui n'est pas très IA, mais qui illustre correctement, qui illustre bien l'ère dans laquelle nous nous trouvons. Vous vous souvenez, pendant le tremblement de terre d'El House, on a eu l'information d'El la fintah, le tremblement de terre. Où sont les villages qui sont touchés? Combien de population est touchée? Combien de morts? Combien de décès? Directement sur Twitter ou sur Facebook ou sur... C'est l'outil d'information, le premier outil avant que la télé marocaine ne nous dise, ou les radios marocaines ne nous disent, voilà ce qui s'est passé, on savait déjà. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où le digital est une réalité, l'intelligence artificielle, elle est là. Il y avait même des gens qui avaient, pour des analyses sismiques, alors les spécialistes nous disent que dans le sismique, on ne sait pas faire de la prédiction. Quand il y a des mouvements, on sait qu'il va se passer quelque chose, mais où et à quelle magnitude et dans quel petit village exactement, ça on ne sait pas prédire. Mais en tout cas, l'IA, le digital, c'est un outil. À nous de savoir l'orienter pour résoudre des problématiques qui touchent le citoyen, qui vont améliorer le quotidien, qui vont améliorer la vie, tout simplement. Donc, il nous faut une feuille de route pour l'IA. Je vais être très bref. Si on veut mettre en place une feuille de route, il nous faut une vision. En quoi on va utiliser l'IA? On veut aller où? Une fois qu'on a de la vision, est-ce qu'elle est dans la stratégie actuelle ou pas, etc. Ça, c'est pas le débat du jour, mais il nous faudra une vision. Mais une vision pas technologique, une vision au service de l'homme, au service de l'humanité. Il nous faut expérimenter. On est dans un temple de la recherche, de l'enseignement et de l'expérimentation dans le monde entier. L'expérimentation de ces nouveaux outils, de ces technologies passe par l'université. Alors, vous avez vu, André Noun, il est à Stanford et à Google en même temps. C'est un professeur universitaire à Stanford. Il travaille avec ses étudiants, avec ses doctorants, avec ses laboratoires de recherche. Il a un laboratoire de recherche à Stanford sur l'IA et il dirige une équipe de développement chez Google. Donc, l'expérimentation est à l'université. Il faut qu'on installe un pont entre l'université et l'industrie, l'université et le monde
dans lequel on vit. Malheureusement, aujourd'hui, même quand on regarde en termes de chercheurs, les chercheurs marocains sont surtout à l'université. Il y a très peu de docteurs dans nos entreprises. C'est un constat réel que les entreprises recrutent beaucoup d'ingénieurs, tant mieux pour les écoles d'ingénieurs, mais dès qu'on est dans des diplômes supérieurs, finalement, les entreprises ne font pas de R&D, donc elles ne recrutent pas de... Donc il y a le canal de communication entre l'industrie et l'académie, il est brisé. Mais il faut le construire, il faut l'établir parce que l'IA a besoin d'expérimentation, c'est une science nouvelle qui a besoin d'être testée, challengée, etc. Ça se passera avec l'expérimentation et dans l'université. La création de valeur, c'est le monde économique, c'est ce qui devrait permettre à ces expérimentations réalisées en académie, en université, de voir le jour dans les entreprises. Alors, peut-être c'est une start-up, peut-être c'est hébergé dans une entreprise réelle, etc. Mais c'est les 3 pieds de la table qui peut supporter le chantier de l'IA au Maroc. Je finirai par ce slide en disant, étant dit que grâce à une vision, de l'expérimentation et de la création de valeur, l'INSEA est là. Il y a un problème. Comment est-ce que, c'est une question que je pose ici à l'INSEA parce que je connais à l'INSEA, mais comment est-ce qu'une école d'ingénieurs marocaine peut participer? On est à l'université, on est sur le campus marocain. Comment est-ce que le campus peut supporter cet exercice? C'est pas par hasard qu'on soit à l'INSEA, parce que le S de l'INSEA, c'est les statistiques, c'est le noyau dur du monde de la data. Donc, la question doit avoir une réponse. C'est que peut faire l'INSEA, que doit faire l'INSEA pour supporter un tel chantier? La question est lancée et je vous remercie.